Bonjour à tous, je suis Fanta Konaté, bienvenue dans l'émission Naître ici, vivre ailleurs. Une émission où nous parlons du retour au pays des personnes de la diaspora, les repatres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maïmouna Djemé, une femme qui a quitté il y a quelques années sa ville natale de Marseille pour vivre son aventure ici au Sénégal. Elle va nous raconter son histoire pleine de péripéties. Lui laissons la parole. Bonjour Maïmouna. Bonjour, Comment tu vas? Ça va et toi? Merci d'être venue aujourd'hui sur notre plateau, Maïmouna, pour nous parler un peu de ton expérience. Avec plaisir. Une très belle expérience. On a eu l'occasion d'échanger, toi et moi, ensemble sur ton parcours. Donc toi, on peut dire que tu es une nouvelle et une ancienne repate. C'est ça. Je ne vais pas développer, je te laisse développer. Okay. Je te laisse te présenter dans un premier temps. D'accord. Et ensuite, succinctement. Oui. Et ensuite, après, on va développer après un peu plus. Donc moi, c'est Maïmouna. Donc mariée, maman de 4 enfants. Je suis née à Marseille et je suis à Dakar actuellement. D'accord. Donc toi, tu es une repate depuis 2008. C'est ça. C'est ça? Depuis 2008, oui. Bon, il y a une particularité. Explique-nous en tout cas cette repatriation que tu as fait en 2008. Qu'est-ce qui a motivé ce départ de Marseille, parce que tu es née à Marseille, et qui a fait que tu es venue ici? Est-ce que tu l'as fait en famille à l'époque, si tu étais en famille ou seule? Alors, la repatriation de 2008, en fait, elle a été faite tout simplement parce que mon mari, en fait, on s'est rencontrés en France, il était étudiant. Et donc, quand il a terminé ses études, pour lui, c'était obligatoirement le retour au pays. Il considérait que comme on fait des études à l'extérieur, mais il faut quand même rentrer au pays pour faire bénéficier en fait son pays de son expertise. Donc au départ c'était des allers-retours pour moi, mais quand j'ai eu mon premier fils en 2007, donc je continuais les allers-retours, mais quand j'ai eu mon deuxième enfant en 2008, je me suis bien rendu compte que ça allait être compliqué. Donc j'ai décidé que j'allais rester avec la famille sur Dakar. D'accord. Oui. Donc vous êtes rentrés ensemble en 2008, c'est ça? Donc, avec ton mari et ton fils? Donc on s'est mariés ici au Sénégal. D'accord. Donc je suis restée un petit peu au Sénégal. Je faisais mes allers-retours parce que j'étais toujours engagée professionnellement. Ensuite je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte de mon premier fils en 2007, je suis restée toute la grossesse en fait en France. D'accord. Quand j'ai accouché là-bas, quand mon fils a eu 3 mois, je suis revenue au Sénégal. Et je suis restée à peu près 6-7 mois et je suis retombée enceinte. D'accord. Il faut les faire jeunes. Donc je suis retombée enceinte, donc je suis restée une partie de ma grossesse ici. Ensuite je suis rentrée, j'ai accouché en 2008, en juillet, et en octobre j'étais revenue sur le Sénégal, et de cette façon définitive. D'accord. Cette fois-ci définitive. D'accord, donc tu as rejoint ton mari avec tes 2 enfants? Avec les 2 enfants, c'est ça. Alors, combien de temps de préparation tu as pris pour Donc tu veux dire… pour ce premier départ? Pour ce premier départ, ouais. En fait, il n'y a pas vraiment eu de vraie préparation parce que comme je faisais des va-et-vient, ça s'est fait naturellement. Franchement, ça s'est fait naturellement. Donc, à la naissance du deuxième, je savais qu'il fallait rester. Donc, on va dire quelques mois. D'accord. Oui, quelques mois. Oui. Donc, vous avez décidé de partir, donc de quitter la France. Je comprends que ton mari était étudiant, qu'il a décidé, étant patriote, de rentrer ici au Sénégal. Mais vous avez décidé de vivre de quoi? Parce que s'il était étudiant, oui. Voilà, c'est qu'il n'avait pas forcément de travail. Oui. Ou alors peut-être qu'il avait déjà trouvé un travail, il avait postulé de l'extérieur et trouvé un travail ici au Sénégal. Mais toi? Il a eu la chance de trouver tout de suite un travail. D'accord. Donc, mais moi, par contre… à Dakar? Oui, à Dakar. D'accord. Oui, oui. Donc moi, par contre, je laissais mon travail en France et je suis arrivée ici avec 2 enfants en bas âge. Donc, dans un premier temps, le fait d'aller travailler, c'était pas important pour moi, non. Puisque j'avais 2 enfants en bas âge. Donc, je m'étais dit que j'allais me consacrer aux enfants, tout en sachant que bon, ça allait. Avec le salaire qu'il avait, on était dans la grande famille, donc on n'avait pas de loyer. D'accord. Donc ça c'est important. Hein. Ah oui, c'est important. C'était un choix? Voilà. Oui, on était bien comme ça. Ça te dérangeait pas? Ça me dérangeait pas, non, au contraire. C'est la belle famille, hein, tu vois. Oui, en fait, c'est dans la famille de mon mari. D'accord. Plus exactement chez sa grand-mère. D'accord. Donc non, ça me dérangeait pas. Au contraire, ça m'a permis de vraiment être au cœur de la famille et de voir vraiment comment on vit au Sénégal. Bon, je connaissais déjà dans les vacances, mais là, vraiment être au cœur, quoi. Ouais. Franchement, c'était une super expérience. D'accord. Voilà. Donc ton mari est rentré en tant que salarié et la vie sur place, comment vous l'avez vécu du coup? Alors, ton mari
quand est-ce il est rentré faire ses études en France? Pour savoir combien de temps il a passé en France. Alors, il est arrivé en France en 2000. D'accord. Et il est reparti en 2005. Il a fait que 5 ans. Donc, 5 ans. Vraiment le temps des études. Donc, il n'était vraiment pas dépaysé quand il a décidé de revenir ici au Sénégal. Donc, du coup, lui, c'était... Oui. Mais toi, du coup, pour ta première fois? Alors, moi, je venais souvent en vacances avec mes parents, tous les 2 ans à peu près. Donc, bon, c'est vrai que les vacances et la vie de tous les jours, c'est pas pareil, mais il n'y a pas un dépaysement total. Parce que tu viens, tu sais quand même ce que tu vas trouver. Après, c'est vrai que les habitudes ne sont pas les mêmes, les façons de penser ne sont pas les mêmes. Donc, il a fallu un temps d'adaptation, mais ça va, j'ai pu gérer. Tu as pu gérer? Oui. Okay. Ouais. Combien de temps vous êtes resté ici à Dakar chez la belle famille? Alors, on est resté de 2008 à 2012. Donc, avec un seul salaire? Avec un seul salaire, oui, de 2008 à 2012. Après, en 2010, la grand-mère avait construit en fait un appartement au-dessus et du coup on a quitté la maison familiale en dessous pour aller dans un appartement où on n'était que nous. D'accord. Voilà, au-dessus, jusqu'en 2012. D'accord. Mais c'était seulement avec un salaire, le salaire de monsieur. D'accord. Oui. Donc en 2012, qu'est-ce qui s'est passé? En 2012, il se passe quoi? Il a une opportunité de travail en Casamance, à Ziguinchor. Donc, dépaysement total. Donc là, tu es originaire de la Casamance? Pareil, dépaysement total, oui et non, mais oui quand même, parce qu'en général, moi quand je venais, on restait 3 semaines maximum en Casamance. J'étais jamais restée plus de 3 semaines en vacances en Casamance. Et là, j'allais habiter là-bas. Donc, quand même dépaysement quand même. Déjà, entre Marseille, Dakar, et là, de Dakar à Ziguinchor, c'est quand même encore différent. D'accord. Oui. Tu avais tes 2 enfants? J'avais les 2 enfants, oui. Ils avaient quel âge? Alors, Seydina, il devait avoir 5 ans, et Bilal, 4 ans. 5 ans et 4 ans, oui. Donc, une fois que vous êtes arrivé à Ziguinchor, vous avez décidé Enfin, il avait un travail salarié? Oui. D'accord. Et salarié aussi. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as fait? Toujours pas, moi non plus, toujours pas salarié. D'accord. Donc, je l'ai suivi toujours avec les enfants. Et arrivé à Ziguinchor, on arrivait à vivre aussi avec le salaire de monsieur. Pendant combien de temps? Alors, de 2012 à 2019. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé de 2012 à 2019? Donc, les premières années, ça a été avec le salaire 2012. 2014, j'ai le 3e, je retombe enceinte de mon 3e. Donc, j'étais, en général, quand je suis enceinte, je retourne toujours en France accoucher. Et après, je suis revenue peu de temps avec le 3e bébé. Donc là, au niveau du travail, c'était pas trop ça. Il a changé d'entreprise, il n'était plus avec le même patron. Donc il a essayé de faire en freelance, parce qu'en fait il travaille dans le bâtiment, donc avec des chantiers en freelance. Bon, après on sait qu'ici au Sénégal, c'est pas toujours évident. Donc ça commençait à être un peu, la situation a commencé à être un peu compliquée. Il faisait quoi, ton mari? Donc oui, il est ingénieur en génie civil de métier. Et donc là, c'était des chantiers à gérer de part et d'autre de la Casamance. Ça pouvait être des chantiers d'État, de particuliers, etc., etc. Mais c'était pas, les rentrées d'argent n'étaient pas malheureusement au rendez-vous. D'accord. Donc c'était un peu compliqué. Les rentrées n'étaient pas suffisantes, en tout cas pour subvenir aux besoins de 5 personnes. En fait, c'est que ça pouvait être suffisant pendant une période, c'est que c'était pas régulier. On pouvait avoir une entrée d'argent pendant un moment et plus rien pendant un moment parce qu'il y a des retards de paiement ou autre, voilà, donc tu te retrouves avec rien pendant un moment et ainsi de suite. Et donc, comment vous avez géré du coup sur place? On a géré comme on a pu, c'était pas du tout évident. Faut savoir que en plus moi, il faisait quand même des va-et-vient, donc il y a des moments où il était sur place, d'autres moments où il était en déplacement, donc j'étais quand même avec les enfants et tout. Donc on essayait de faire comme on pouvait. Et j'ai même fait la banabana, comme on dit au Sénégal. Je vendais, j'habitais pas loin d'une école, donc je vendais des bonbons, des gâteaux, voilà, pour essayer au moins d'avoir une entrée d'argent régulière, au moins pour subvenir à la dépense quotidienne. D'accord. Voilà. Donc là, tu en es arrivé à devoir faire des petits boulots, entre guillemets. Il n'y a pas de sous-métier. Oui, il n'y a pas de sous-métier, voilà, oui, mais oui, aller à vendre. Subvenir aux besoins de la famille. Pour subvenir aux besoins de la famille. À ce moment-là, quand vous vous êtes rendu compte que financièrement, ça ne pouvait pas subvenir, enfin, le seul salaire de monsieur ne pouvait pas subvenir aux besoins de la famille, vous vous êtes pas dit à un moment, bon, il est peut-être temps pour nous
de rentrer en France parce que donc, c'était compliqué de se dire que toi, né à Marseille, avec des capacités, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu as quand même une formation. Ah oui. Tu n'es pas arrivé, tu as une formation professionnelle, tu as des capacités, et tu t'es pas dit, je m'en suis arrivé à venir vendre des bonbons devant une école. Il est peut-être temps pour moi de rentrer, parce que c'est peut-être pas la bonne repatriation, celle à laquelle je le pensais. Alors, pas dans les médias, parce que je m'étais dit que c'était passager et que ça allait aller. Mais quand j'ai eu mon 4e enfant, parce que du coup j'ai eu un 4e enfant, là oui, là je me suis dit il va peut-être falloir essayer de trouver une solution. Et donc je me suis dit le fait de rentrer, peut-être ça pourrait nous aider à surmonter cette difficulté. Voilà, donc ça c'était mon avis à moi. C'était pas partagé au départ par mon mari, parce que... Le choix de rentrer, c'est ça? Le choix de rentrer, oui. D'accord. Donc je résume. Donc, face aux difficultés que vous avez rencontrées une fois arrivé à Ziguinchor, et l'arrivée du 4e, vous vous êtes dit qu'il était temps de changer de vie, parce que là, on va pas y arriver. Donc toi, tu as pris la décision de rentrer en France. Mais au niveau scolaire, les enfants étaient scolarisés? Oui, ils étaient tous scolarisés, oui. Une école sénégalaise ou une école tous mes enfants sont en cursus sénégalais, oui. Donc ils étaient tous... alors, les 2 grands et le 3e. L'autre était... Le 4e, c'était un bébé. D'accord. Donc, lui, pas encore. Mais effectivement, ils étaient tous en cursus sénégalais. D'accord. Donc, je m'étais dit que moi, en fait, j'ai pas pensé. Je me suis dit que quand on va rentrer en France, si on rentre en France, ils continueront le cursus là-bas, sans forcément penser peut-être qu'en rentrant en France, il y aurait des problèmes ou des difficultés. Scolarité. Je n'ai vraiment pas pensé. Mais du coup, ton mari, parce que oui. si j'entends, toi, tu as pris la décision de rentrer en France, oui. mais pas lui. Non. Alors, il a accepté que tu rentres? Vous êtes séparés? Comment ça s'est passé? Alors, on en a discuté plusieurs fois. C'était pas unanime au départ, mais après, au fil du temps, donc il a accepté que du coup, je puisse rentrer avec les enfants pour que justement, on puisse trouver un 2e souffle, voilà, au niveau financier. Donc, on a décidé de rentrer, moi et les enfants seulement. Lui, il est resté à continuer. Il ne voulait pas rentrer avec eux? Non, il ne voulait pas rentrer. De toute façon, il était toujours engagé au niveau professionnel. Donc, non, il préférait continuer dans sa lancée et me laisser partir, du coup, avec les enfants. D'accord. Cette décision a eu un impact sur votre foyer? Au départ, mais pendant quelques temps, et après, tout est rentré dans l'ordre après, naturellement, oui. D'accord. Vous avez décidé, quand tu as décidé de rentrer, tu t'es donné un laps de temps en te disant, je vais rentrer que1 an et je vais voir ce qui se passe. Pas du tout. Donc là, tu étais rentrée définitivement? Je me suis dit, je vais rentrer. Et déjà, je rentre et je vois ce qui se passe là-bas. Je ne me suis pas dit, je vais rester 6 mois, je vais rester... Non. Je me suis dit, je rentre. Et une fois là-bas, on verra comment... Une fois sur place, je verrai comment gérer. Je ne me suis pas vraiment donné d'objectif, aucun objectif. D'accord. Mais tu as une formation initiale qui est de... Je suis préparatrice en pharmacie. Et tu n'aurais pas pu utiliser ce... Alors, j'ai essayé de postuler à plusieurs reprises. Malheureusement, le poste de préparateur en pharmacie, je pense qu'il n'existe pas réellement ici au Sénégal. Donc, en fait, il y a soit le pharmacien et les vendeurs en pharmacie. Donc, du coup, en tout cas, sur Ziguinchor, les plus grosses pharmacies dans lesquelles j'ai essayé de... Parce qu'il n'y en a pas des masses non plus. Dans lesquelles j'ai essayé de déposer, on m'a carrément fait comprendre que voilà, ils ne pourraient pas me payer et que... Voilà, quoi. Par rapport à ton expérience? Par rapport à mon expérience, oui. Donc, c'est raison pour laquelle, du coup, j'ai cherché une autre alternative voilà, pour essayer de subvenir aux besoins et d'éviter les difficultés. Ouais. Comment ton mari l'a vécu, le fait qu'il y ait des difficultés financières? Il s'est dit, je ne vais peut-être pas subvenir aux besoins de mon foyer. Non, c'est quelqu'un de très... comment dire, toujours dans la positivité, et lui, il se disait que dans la vie, il y a des hauts et des bas, et que forcément, ça allait passer. D'accord. Donc lui, il voyait ça de façon positive, il était persuadé que la situation, elle allait s'arranger. D'accord. Voilà, mais après, c'est un monsieur. Les hommes, ils ne pensent pas comme nous, les femmes. Moi, je dis pas parce que c'est un papa, mais moi, je suis une maman, donc c'est différent. Après, je pense que c'est aussi important d'être tombé sur une personne, une femme,
qui a un bon mindset. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se seraient dit non, c'est à toi de subvenir aux besoins du foyer. Aujourd'hui, on n'arrive pas à manger. C'est pas moi d'aller travailler, d'aller vendre des bonbons devant l'école pour donner à manger à mes enfants. Donc, il y a aussi ce côté soutien moral. Mais je trouve que c'est logique. Après, je sais que c'est pas parce qu'il se levait pas pour aller au travail qu'il n'y avait pas d'argent. Oui. C'est-à-dire que moi, je le voyais aller travailler, je le voyais se tuer à la tâche. Et c'est pas parce qu'il était feignant ou parce que voilà, il voulait pas aller travailler qu'il n'y avait pas d'argent. C'est la situation qui faisait que lui-même, il était comment dire, victime de impuissant. Voilà, parce que il fait le travail qu'il faut, mais si l'argent ne vient pas derrière, voilà, il essaye de faire tant bien que mal, mais c'est pas de sa faute. Donc, en aucun cas, j'aurais pu me dire oui, non, je vais rester à la maison parce que c'est toi l'homme, tu dois... Non, 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 non. Au contraire, bah, sinon... Oui, c'est vrai. Mais beaucoup de femmes pensent comme ça. Et... Bon, après... Donc, tu as décidé de retourner en France. Oui. Comment la réaction de ton entourage, de ta famille, quand tu leur as annoncé, je ne sais pas comment tu leur as dit, mais quand tu leur as annoncé, écoutez, ma première repatriation, ça ne se passe pas forcément bien. Mon mari essaye tant bien que mal de subvenir aux besoins du foyer, mais on n'y arrive pas. Donc, on a décidé de couper un peu la famille. Moi, je retourne en France. Quelle est la réaction, j'ai envie de dire, de tes parents proches, parce que c'est tes parents, dans un premier temps, voilà, quand ils marient leur fille, ils se disent, je veux qu'elle soit dans un environnement sain et qu'elle soit protégée. Mais là, comment eux, ils l'ont vécu? Très bien, pareil, ils l'ont bien vécu. Parce que pareil, je n'ai pas été cachotière, j'ai expliqué clairement la situation, comment ça se passait. Et pareil, ils connaissent mon mari, donc ils savent que c'est pas un feignant, que c'est pas... Voilà. Donc on est resté quand même de 2008 à 2019, donc je suis restée pratiquement 11 ans. Et tout s'est bien passé. Si au bout de 11 ans, il y a une difficulté, c'est pas parce que je rentre en France que ça veut dire que c'est la fin des haricots, que c'est la catastrophe, ou je vais pas voler en France, je suis pas recherchée, donc je rentre avec mes enfants, et puis voilà, au contraire, ils ont été là justement pour nous accueillir et pour nous aider, parce que dans un premier temps, j'avais pas de logement, j'avais rien du tout. Donc, oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Voilà. Tu es retournée chez ma sœur à Paris. Elle t'a hébergée pendant... Donc ma sœur qui est maman de 4 enfants avec son mari. Donc ils ont leur famille. Donc heureusement qu'ils avaient une maison, une grande maison. Donc ils nous ont accueillis avec mes 4 enfants. Ah oui. Donc je sais pas si tu vois. Oui, je vois. Voilà. Donc les bras ouverts. Super. J'ai envie de dire. Voilà. Et heureusement. Oui, et heureusement. Ah non, mais en fait, de toute façon, si j'avais pas cette alternative-là, ça aurait été Marseille. D'accord. Mais on sait que pour le travail, Paris, c'est quand même mieux. Voilà. Paris, c'est quand même mieux. Bon, sinon, j'aurais été à Marseille, parce que chez mes parents aussi, voilà. Oui. Mais à Paris, pour l'opportunité professionnelle pour moi, c'était mieux. D'accord. Donc tu es rentrée, tu as trouvé du travail directement? Oui, j'ai trouvé du travail, je crois, 2 semaines après. D'accord. 2 semaines après, j'ai trouvé du boulot. Et le fait de rentrer chez ta sœur, ça t'a permis aussi de mettre un peu d'argent de côté, oui, je oui, prépare tout à fait. Une deuxième. Parce que là, je parle de la deuxième repatriation, mais tu avais toujours dans l'esprit de retourner auprès de ton mari et te dire... Ah, bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc ton objectif, c'est de quitter la France, on est d'accord? C'est ça. C'est pas de revenir en France et se dire... Définitivement, non, c'était pas ça. D'accord. Donc là, ça t'a permis de pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Oui. Et tu as travaillé du coup. Oui, j'ai travaillé. Et j'ai envie de parler des enfants. Comment ça s'est passé? Alors comment ça s'est passé? Donc quand on est arrivé au mois d'octobre, parce que du coup on est arrivé un peu après la rentrée, donc pour les 2 petits, c'était bon. On est arrivé, donc j'ai pu les inscrire tout de suite à la mairie. Et donc, il y en a un qui devait aller en grande section et le dernier en petite section. Donc, pour eux, on est allé à la mairie, tout de suite, on les a inscrits, vaccin, tout, c'était bon. Donc, à la rentrée des vacances de la Toussaint, c'était bon, ils pouvaient rentrer à l'école. Par contre, pour les plus grands qui devaient aller au collège, surprise. Donc, quand on est arrivé, on me dit, mais non, vous ne pouvez pas les inscrire au collège. Il faut que vous fassiez une demande au niveau du centre, les CIO, Centre d'éducation et d'orientation, pour des tests. Parce qu'en fait, comme ils n'ont pas fait le cursus français ici au Sénégal, donc il fallait voir si vraiment il y avait les équivalences et s'ils avaient le niveau pour intégrer la 6e. D'accord. Donc on va au CIO, mais le truc, c'est ce que je ne savais pas, je pensais qu'on arrivait, on faisait les tests sur place, mais non. En fait, c'est sur rendez-vous et on a dû attendre 1 mois.
pour avoir le rendez-vous pour les tests. Donc, Ça veut dire à quelle période de l'année? On était en Par rapport fin à la d'année, rentrée? donc on devait être mi-octobre, et on a réussi à avoir un rendez-vous en décembre. Donc ils ont loupé. Donc ils ont loupé tout le premier trimestre scolaire. Et en attendant, ils n'étaient pas scolarisés. Et en attendant, ils n'étaient pas scolarisés. Donc j'ai essayé de tant bien que mal d'acheter, tu sais, les trucs avec toutes les matières, là, avec les exercices, machin et tout ça à faire. Mais bon, après, moi, je suis pas enseignante. Hein. Donc, ils ont essayé comme ça. Et après, tu sais mieux que moi que s'il n'y a pas un professeur, s'il n'y a pas, voilà, pour les faire travailler régulièrement, concentrés, tout, c'était pas évident. Bon, on a essayé de faire comme on a pu. Et donc, ils ont fait le test en décembre, vacances de Noël. Donc, réponse en janvier. Donc, orientation dans un collège... Pas le collège à côté le plus proche de chez ma sœur parce que du coup il n'y avait plus de place, mais un peu plus loin, donc ça c'est pas grave. Donc ils ont commencé les cours, je pense, mi-janvier. Et en mars, on était confinés. Ah, mince. Donc l'école à domicile. Donc ils ont eu, allez, 1 mois et demi de cours. Mais ils ont réussi à avoir l'équivalence. Oui, ils ont fait les tests et on leur a dit que c'était bon, ils avaient le niveau. Voilà, c'est en français, en anglais et en mathématiques. D'accord. Et donc c'était bon, ils avaient le niveau. Ok. Voilà. Et donc du coup mars confiné. Ouais, confiné. Donc du coup. Donc ils ont eu en tout sur une année scolaire un mois et demi de vrais cours. Ensuite c'était les cours à la maison, mais pareil, je suis pas enseignante, hein. Donc c'était polycope, machin, voilà, on envoie. Fin d'année scolaire, donc mois de juin, on reçoit le bulletin du 3e trimestre, admis en classe supérieure. J'ai dit, mais c'est une blague. Ils ont eu 1 mois et demi de cours. Oui, mais en France, le redoublement maintenant. Voilà, ça, moi, pareil, ça faisait tellement d'années que j'étais plus là que je ne savais pas. D'accord. On me dit, mais madame, mais vous ne savez pas que les enfants ne redoublent plus? Ah bon? Et pourquoi? Tu voulais les faire redoubler? Ah, mais c'est évident. Je veux dire, ils ont eu 1 mois et demi de cours. Tu sais pertinemment que ça ne va pas suffire. Déjà, c'est pas les mêmes façons de... La pédagogie, la sénégalaise et française, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes façons de faire, pas la même façon de travailler. Et ils ont eu 1 mois et demi de cours et on les laisse passer en classe supérieure. Donc j'ai essayé tant bien que mal, mais c'était pas possible. Donc, c'est passé. En classe supérieure. Admis en classe supérieure. Ils sont restés combien de temps? Vous êtes restés combien de temps d'ailleurs en France? Alors de 2019 à 2022. D'accord. Les enfants. Les enfants. Oui. D'accord. Donc ils sont passés en classe supérieure et ils ont pris du Chaque retard fois. du coup. Ils sont passés. Ils avaient beaucoup de lacunes. Donc pareil. Ils ont pas rattrapé ce retard? Non, ils ont pas pu rattraper le retard. Après, on va pas se mentir, les cours particuliers. Moi, le truc, c'est qu'ici au Sénégal, mes enfants, ils avaient toujours eu des bons résultats et ils ont toujours eu un répétiteur. Au Sénégal? Oui, depuis qu'ils ont commencé à aller à l'école. Donc, même à Ziguinchor? Même à Ziguinchor. Donc, arrivé en France, c'est plus la même façon d'étudier, il n'y a plus de répétiteurs. Donc, ils étaient complètement perdus. On les laisse passer. Ils ont beaucoup de lacunes, on les laisse passer. Tac, les lacunes sont toujours là. Bon, ils essayent tant bien que mal. C'était pas des notes catastrophiques, mais c'était pas non plus. Et jusqu'en 2022, pareil, quand on décide de rentrer, les bulletins que j'ai ramenés ici, ils étaient admis en classe supérieure, les enfants, sur ces bulletins-là. D'accord, mais c'était une décision de l'école française? Oui. Donc toi, tu as apporté la décision j'avais les bulletins, donc quand on a décidé de revenir... Donc vous avez décidé de revenir en 2022, c'est ça? Oui. Donc 2022, tu t'es dit, ça y est, professionnellement, ça y est, je me suis repréparée, parce que c'était une repréparation différente. Différente, je bossais, donc en tant que préparatrice en pharmacie. Après, j'étais seule avec les enfants, j'avais des horaires assez intenses quand même, parce que c'est toute la journée. Donc, les courses, les enfants, les ados qui, eux, arrivent, la discipline qu'ils connaissaient dans les écoles ici au Sénégal, ils arrivent en France quasi inexistante. D'accord. Ils voient des élèves qui répondent à leurs professeurs. Donc, eux, c'était la belle vie. Ah, maman, t'as vu? J'ai dit oui, mais moi, c'est pas parce que ça se passe comme ça que vous devez faire pareil. Voilà, donc eux, c'était plus
L'amusement, voilà. Je ne sais pas comment expliquer. D'accord. Ils allaient à l'école, mais c'était plus pour les copains, voilà, la récréation, l'ambiance. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, quand mon mari est venu ici, il a vu un petit peu les résultats, les garçons aussi, comment ça se passait. Il me dit, non, là, déjà tu galères et tout, il serait peut-être temps de rentrer. La situation là-bas, ça va mieux. Ici, pour toi aussi, ça va mieux. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Donc, j'ai dit oui. Effectivement, là, moi aussi, je commence à saturer. Ouais. Entre le boulot, les enfants, le quotidien et tout. Et franchement, t'étais toujours chez ta sœur? Non, entre-temps, j'ai trouvé un appart. Entre-temps. D'accord. Après, je suis restée chez ma sœur 6 mois, je crois. Si. On est arrivé en octobre. J'ai emménagé en juin. Ouais, 8 mois. 8 mois. Juste après le confinement, ouais, en juin, j'ai trouvé un appartement. D'accord. Ouais, donc j'étais avec les enfants. D'accord. Ouais. Donc de 2020 à 2022, 2 ans. D'accord. Oui. Donc là, toi dans ta tête, c'était ton mari est venu. Oui. Il t'a dit bon, on voit comment ça se passe. Ouais, il a vu, il m'a dit voilà, il était venu vers mars-avril. D'accord. Donc il m'a dit oui. L'environnement n'est pas bon. Voilà, bondi, machin. Il me dit bon, tu sais quoi, là l'école ferme et puis on rentre. Voilà. Vous rentrez en tout cas. On rentre. Voilà. Donc je lui ai dit pas on rentre. Il rentre. D'accord. Donc toi tu lui as mis tu lui as mis un veto, tu lui as dit ils partent mais moi je peux pas partir. Oui, parce qu'en fait il fallait que je trouve une alternative pour le retour. C'est-à-dire qu'il fallait que je rentre mais avec quelque chose à faire. D'accord. Ça c'était. Donc tu as quand même appris de ton expérience Oui. en te disant la préparatrice en pharmacie, il n'y a pas d'équivalence. Voilà, c'est bien en France, c'est voilà. nickel, mais au Sénégal, peut-être que je risque de galérer. D'accord. Donc on essaye de trouver une alternative. Donc là, tu t'es dit, je ne peux pas rentrer comme ça, c'est bon, je ne vais pas revivre la même expérience en disant je vis sur un salaire mais on ne sait pas. C'est ça. Donc là, il faut que je me prépare pour que moi, je puisse avoir mes propres revenus. C'est ça, au cas où. Au cas où, sur place. Tout à fait ça. Donc du coup, j'avais des formations à faire. Donc tu as laissé partir tes enfants? Oui. Bon, je suis venue avec eux l'été. D'accord. Et après, je suis revenue. Et j'ai essayé d'y aller tous les 3 mois. Qu'est-ce que ton mari a dit quand tu t'es dit, quand il a Ah dit... non, très bien. Moi, je reste, mais les enfants partent, mais ça se passe bien. Parce que il savait que c'était pour un temps déterminé, pour faire les formations. Et je pense qu'en fait, il s'est rendu compte que aussi, j'étais restée 2 ans avec les enfants toute seule. Parce qu'avec le confinement, on est resté 1 an sans se voir. De 2019. 2020. Oui. 2019, on s'est revus qu'en 2021. D'accord. Parce qu'en 2020, on pouvait pas, l'été, c'était fermé, les frontières. Donc voilà, on s'est revus que l'été d'après. Donc, je pense qu'il s'est dit, voilà, elle a géré les gosses et tout pendant le travail, les gosses et tout, c'est pendant, allez, je prends ma part. Ok. Oui. Il est génial, ton mari. Ah oui. Oui, il faudrait le multiplier. C'est ça. Donc, il m'a dit, allez, paquette tout le monde et venez et je vais gérer. D'accord. Donc toi, tu as accompagné tes enfants. Tu t'es dit, je vais gérer au niveau de la scolarité, je vais les inscrire à l'école. C'est ça, on a choisi les écoles ensemble, voilà, on les a inscrits. Alors, moi j'ai juste une petite question. Ziguinchor ou Dakar du coup? Dakar. D'accord. C'était terminé Ziguinchor. C'était terminé, donc malheureusement, parce que c'est vrai qu'il y a eu ces problèmes et tout, voilà, mais pour moi, c'est pas un mauvais souvenir, c'est pas... Une mauvaise expérience. Voilà, non, j'ai vraiment kiffé. Mais tu es originaire de Ziguinchor. Voilà, déjà de base, voilà. Mais voilà, je suis originaire de la Casamance, oui, lui aussi. Mais franchement, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Voilà, c'était super expérience, ouais, vraiment. D'accord. Mais on est revenu à Dakar parce que du coup, mon mari a eu une opportunité sur Dakar. Du coup, bah voilà, c'est Dakar. Et donc, au niveau de la scolarité, est-ce qu'on a parlé du fait que tes enfants sont passés de l'école sénégalaise à l'école française, ça a été, entre guillemets, catastrophique. Donc, on repart. L'école française à l'école sénégalaise, voilà. Comment ça s'est passé? Donc, on revient et tout ça, on choisit l'école, on va pour inscrire les enfants. Donc, on nous dit, oui, il n'y a pas de souci, amenez les bulletins, tout, on ramène tout, machin. Oui, donc il y a un test à faire. Avant chaque inscription ici au Sénégal, même si ce n'est pas des enfants qui viennent de France, même si c'est un changement d'école entre écoles sénégalaises, à partir du moment où tu changes d'établissement,
Dans la nouvelle école dans laquelle tu fais la demande, on te dit de faire un test. D'accord. Donc, c'est un test en maths, français, je crois, et anglais, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tous, même le petit, sauf le dernier, du coup, qui, lui, devait intégrer le CI. Donc, pour lui, comme il avait fait la grande section en France, pour lui, on n'a pas demandé de test. Comment ça s'est passé, ces tests? Alors, pour les petits, pour le dernier, pas de test. Pour l'avant-dernier, test reçu, nickel. Pour les grands, test pas reçu, mais pire que ça. Donc, parce que là, ils étaient censés passer en 3e. Tu les as remis dans une école sénégalaise, hein? Oui, on revient au cursus sénégalais. D'accord. Donc, on arrive, ils étaient censés, avec les bulletins français, ils passaient en classe de 3e. Arrivé ici, donc je demande pour l'inscription en 3e. Donc, on ne me dit pas qu'ils n'ont pas le niveau pour aller en 3e. On me dit qu'ils n'ont même pas le niveau de 4e. D'accord. Ouais. C'est violent. Bonne claque. Ouais. Pour toi, mais pour eux? Alors, pour eux aussi, quand même. Si. Donc, en gros, au lieu de passer en 3e, ils sont revenus en 5e. Comment vous l'avez vécu? Toute la famille, hein? Donc, c'est mon mari, en fait, qui reçoit la... Moi, je pense que j'étais déjà rentrée en France quand on a su ça. Donc, il reçoit, on l'appelle, on lui demande de venir. Alors, il explique que voilà, ils ont fait les tests et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont même pas le niveau 4e. Donc, mon mari m'appelle en me disant, ils n'ont même pas le niveau de 4e. Je dis, quoi? Bon. Que l'établissement lui ont dit, on peut les prendre en 4e, mais non, en fait, j'ai dit, ça sert à rien. S'ils vont les prendre en 4e pour qu'ils redoublent la 4e, autant les faire retourner en 5e. C'est vrai que c'est pas facile. Je vais leur expliquer. Donc, j'ai discuté avec eux en leur disant que c'était pas leur faute, qu'on était reparti en France, qu'ils avaient laissé le programme sénégalais pour intégrer le programme français et qu'ils ont eu du retard. Ils n'ont pas intégré tout de suite. Il y a eu le Covid. Et ils ont accumulé on n'a pas de répétiteurs. Moi, je ne suis pas enseignante. On n'a pas su récupérer le retard. Donc, c'est bien beau d'avancer comme ça, comme on fait en France, d'avancer, de laisser les enfants se noyer dans leurs lacunes pour ensuite les mettre, je ne sais pas moi, en professionnel ou en je ne sais pas trop quoi. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, on va reculer de 2 ans. Mais au moins, vous allez reculer de 2 ans, mais au moins, vous allez récupérer le retard. Et ensuite, au moins, vous pouvez avoir des bonnes bases pour, si vous voulez faire des bonnes études, des grandes études plus tard, au moins vous serez plus fort et mieux préparé. Donc, quand je leur ai expliqué, c'est passé. Et aussi parce qu'en fait, ils se sont rendus compte aussi à la rentrée qu'il y avait quand même des élèves à peu près de leur même génération dans la classe. D'accord. Donc après, ça leur a fait un peu moins mal. Ça n'a pas fait genre, des grands avec des petits. Oui, non, voilà, ça n'a pas fait ça. Donc, du coup, ça... Donc c'est passé. C'est passé. Donc aujourd'hui, ils le vivent. Aujourd'hui, ils le vivent très bien. Et aujourd'hui, je regrette vraiment pas le fait qu'ils aient reculé de 2 ans parce qu'on voit la différence. D'accord. Ouais. Donc toi, à cette époque-là, tu étais retournée en France. Oui. Donc pour toi, il n'était pas l'heure de revenir au Sénégal. Non, c'était pas l'heure parce qu'en fait, il fallait que j'entame les formations que j'avais prévu de faire. Donc j'ai rendu mon appartement. Et je suis retournée chez ma sœur. D'accord. Bon, du coup, c'est même elle qui m'a proposé, qui m'a dit, tu vas pas payer un loyer, t'es seule, vas-y, tu viens, et comme ça, tu pourras faire des économies. Donc, j'ai rendu l'appartement, donc on a ramené tout ce qu'on avait acheté, la machine à laver, on a tout renvoyé ici. Et du coup, je suis retournée habiter chez ma sœur. Donc, je continuais à travailler. Et à côté de ça, je faisais mes formations. Pendant combien de temps? Alors, donc je suis rentrée l'été 2022, septembre 2022. La formation, elle a duré à peu près 1 an et demi. D'accord. Ouais, c'était en échelonné. Donc, il y a la formation en cupping thérapie ou hijama et diplôme universitaire en phytothérapie et aromathérapie. D'accord. Voilà. Alors, pour ce deuxième retour, est-ce que tu t'es senti le besoin d'être accompagnée au niveau professionnel? Parce que là, tu savais que quand tu allais rentrer, ça ne serait pas salarié, en tant que salarié, mais en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que tu as fait ces formations en France. Mais est-ce que tu t'es senti le besoin d'avoir un accompagnement, même avec l'expérience que tu as eue au Sénégal, même si ce n'était pas une expérience entrepreneuriale, mais est-ce que tu t'es senti le besoin de te dire, il faut que je sois accompagnée? Oui,
Oui, pour oui. pas me louper une deuxième fois. Oui, oui. En fait, j'ai senti le besoin d'être accompagnée pour préparer justement le projet d'entrepreneuriat ici au Sénégal. Comme j'ai aucune base, je sais pas, business plan, tous ces trucs-là, ça me parlait absolument pas. Donc oui, j'ai fait appel à une dame qui m'a accompagnée D'accord. dans toute l'élaboration du projet de A à Z. En France ou à l'étranger? En France. En France. Ouais. Donc, je pose souvent la question aux invités qu'on a concernant les différents salons, les conférences, les accompagnateurs qui accompagnent au niveau du business, mais même personnel, pardon, sur une repatriation en France. Est-ce que tu penses que toutes ces personnes-là, tous ces salons, ces conférences, c'est nécessaire pour pouvoir... Ça dépend pour qui. D'accord. Et ça dépend pour quel business que la personne va vouloir faire. Et ça dépend aussi à combien ça coûte. Et ça dépend qui. Voilà, et ça dépend vraiment qui. Ça, vraiment. Quels étaient les critères, toi, pour avoir sélectionné cette personne-là? C'était une personne ou c'était... C'est une personne. Une association? Non, c'est une personne. En fait, elle avait intervenu dans un live d'une personne que je suivais sur Instagram. Et du coup, j'ai trouvé qu'elle avait une expertise qui pourrait m'aider. Donc, je l'ai contactée. Elle m'a... Donc, ça a tout de suite matché au niveau du feeling. Hein, ça s'est passé. Et ensuite, elle m'a donné les tarifs de ses prestations, qui étaient très, très raisonnables. Et du coup, c'était parti. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue. Donc, elle ne m'accompagne plus. Mais c'est-à-dire que s'il y a un souci, si j'ai la moindre question ou autre, je peux l'appeler et elle sera là. D'accord. Ouais. Elle t'a accompagnée pendant combien de temps en France? Pratiquement 2 ans. 2 ans? Oui, oui, oui. Tu as eu besoin de 2 ans de préparation? Pratiquement 2 ans. Pas d'un coup, mais c'était par période. À chaque étape, en fait. D'accord. Oui, à chaque Et à étape. quel moment tu t'es sentie prête? Quand j'ai eu à tout valider, je suis restée quand même encore un moment pour l'aspect financier, pour essayer de mettre le maximum voilà, le maximum d'argent de côté. Et donc là, je suis revenue depuis mars de cette année. Donc tu es restée 2 ans seule sur Paris? En faisant des va-et-vient, oui. Des allers-retours. D'accord. Et donc depuis mars? Oui. Aujourd'hui, tu es arrivée ici en France, au Sénégal, oui, excuse-moi. Donc tu as ouvert ta société? Oui. D'accord. Ça y est. Donc c'était nécessaire alors? C'était nécessaire. D'accord. Donc tu peux nous en dire un peu plus sur... Alors oui, c'est donc comme je te disais, donc j'ai ma formation en tant que praticienne en cupping thérapie au Hijama. Et du coup, j'ai obtenu mon diplôme universitaire en phytothérapie et aromathérapie. Donc j'ai créé Sitoé, c'est un cabinet qui a pour objectif le bien-être de façon naturelle. D'accord. Oui. Ouvert depuis combien de temps? Ouvert depuis peu. Peu, d'accord. Oui. Donc ici au Sénégal, je suis en partenariat dans un autre institut dans lequel on peut retrouver donc tous mes soins. D'accord. Donc ça, c'est dans un premier temps. tous tes liens. Oui, voilà. Oui, je mettrai tous les liens et tout à l'heure. On puisse te retrouver. Voilà, c'est important parce que ton parcours est très, très intéressant. Donc c'est important qu'on puisse aussi te contacter. Ok. Comment tu te sens aujourd'hui? Très bien. Pas de regret? Non, zéro regret. Donc pour toi, Non, le fait d'être rentrée, ça m'a vraiment permis de savoir qu'en fait, la première repatriation, c'était bien. C'était ce qu'il fallait faire. D'accord. Voilà, donc... tu avais besoin de ça? Il y avait besoin de ce retour pour que je me rende compte qu'en fait, j'étais quand même, malgré on peut dire les difficultés, j'étais quand même privilégiée. Hein. D'accord. Oui, franchement. Pour toi, ces difficultés que tu as rencontrées par rapport à la première repatriation, elles étaient nécessaires? Oui, je veux dire, les erreurs, là, c'est ça qui te fait grandir et c'est ça qui te fait te rendre compte justement que grâce à ces erreurs-là, que c'était pas si grave en vrai, tu vois. Oui. Mais bon, quand on est dedans, c'est différent. Donc, non, quand on est dedans, forcément, ça... Après, avec le recul... voilà, on peut se dire que... Voilà, et je peux me dire que ouais, je suis quand même une warrior, on peut dire. Je pense. Tu as le mental. Ouais, je ne savais pas, je pensais que non, mais en fait, si. C'est une fois que les difficultés sont arrivées, tu te dis, j'ai pas le choix. Quand je regarde derrière, en fait, je me dis, ouais, quand même. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite se repatrier par rapport à ta propre expérience? Alors, quel conseil je pourrais donner? Déjà, il faut savoir, quand tu vas partir,
qu'est-ce que tu vas faire une fois arrivé au Sénégal? C'est pas oui, je m'en vais et une fois là-bas, je verrai. Non. Peut-être au départ, essayer de faire des allers-retours, essayer d'avoir une idée. Et une fois qu'on a l'idée de ce qu'on veut faire, essayer de faire des allers-retours avec des périodes plus ou moins longues au fur et à mesure pour voir déjà si ça nous plaît, déjà de savoir si la façon de penser des uns et des autres, ça va avec nous dans notre façon de penser, le pays, le climat, je sais pas, tout, un peu tout. Et une fois qu'on est sûr, voilà, dire c'est bon, j'y vais. D'accord. Ouais. Moi, c'est ce conseil que je donnerais À une personne qui souhaite. Ouais. D'accord. Tu lui conseillerais de faire du salariat ou de l'entrepreneuriat? Alors, franchement, si elle peut avoir du salariat et à côté de ça faire l'entrepreneuriat, c'est le top. Maintenant, si elle n'arrive pas à avoir une activité salariale et qu'elle décide de faire directement l'entrepreneuriat, là, par contre, il faudra vraiment avoir la somme. Parce que... C'est une question d'argent. C'est important. L'argent... c'est une question d'argent et après, c'est aussi une question de... C'est quoi comme business? Si c'est un business dans lequel elle est seule à travailler, elle ne compte pas trop sur les autres, peut-être. Mais si c'est un travail où elle aura besoin des locaux, des gens d'ici, il faut savoir que voilà, c'est pas... La vision des gens de France et la vision des gens d'ici, c'est pas la même. Est-ce qu'elle aura le mindset pour gérer des équipes de locaux? Voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Tout ça, faut le prendre en compte. Donc c'est mieux d'être accompagnée, du coup. Voilà. Après, si elle peut être accompagnée dans un premier temps, oui, mais je redis encore une fois, ça dépend du genre de quel accompagnement. Si c'est un accompagnement aussi qui est trop onéreux, ça dépend de qu'est-ce qu'elle a envie de faire derrière. Tu as été confrontée à un accompagnement où on t'a... Oui, j'ai eu à faire des démarches un peu et des demandes un peu d'accompagnement et de ça, mais des fois, il y a des prix, tu te dis... C'est pas justifié. Moi, si je dois te donner ça, mon business, il est déjà fait, au Sénégal, quoi. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Oui. Ce n'est que mon avis, mais je trouve que quand même, des fois, c'est quand même... des prestations, elles sont pas données, hein. Pour l'accompagnement? Oui. Mais tu penses que c'est nécessaire? Oui, quand même. Quelqu'un qui ne connaît rien du Sénégal, tu peux pas te lever et dire oui, je vais venir, je sais pas moi, ouvrir un fast-food à Dakar. D'accord. Ou, je sais pas, ouvrir une boutique de vêtements à Dakar. D'accord. Alors que tu connais pas. Tu sais pas, les Sénégalais, si elles mettent des soutiens-gorge ou si elles mettent des... Voilà, tu sais pas. Oui. Tu sais pas, le Sénégalais, s'il met des baskets ou... Ouais, il faut quand même être imprégné un peu quand même des réalités de la Oui. société pour savoir si vraiment... déjà, le business que tu as envie d'ouvrir, est-ce qu'il est en accord avec la société de là-bas? Oui. Parce que ce qui marche en France ne veut pas dire que ça va forcément marcher au Sénégal. Est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour la repatriation? Ah non. Non. Il y a des personnes qui doivent rester en France? Oui. Parce que tu as l'air catégorique. Clairement. Ah non, oui. C'est difficile? Mais tu peux pas vouloir genre prendre Marseille et venir le mettre à Dakar. Oui. Tes habitudes que tu as à Marseille, venir les calquer ici à Dakar. Je dis pas que c'est impossible, mais peut-être que tu risques de déchanter parce que ça va peut-être te coûter un bras. Oui. Tu vois? Donc, le conseil que je pourrais rajouter aussi, c'est essayer aussi de revoir ses attentes pas trop hautes, pas de revoir, pas quelque chose de trop haut, pas quelque chose de trop luxueux, parce que sinon, vous vont vite déchanter. Hein. Et au niveau financier, ici à Dakar, c'est pas entre 2008 et 2024, c'est la catastrophe. C'est devenu... Ouais. Déjà, moi, entre le moment où je suis partie en 2019 et quand je suis revenue en 2021, mais j'étais choquée sur les prix, sur... c'est une dinguerie, non, vraiment. Donc, ça veut dire qu'une personne qui souhaite se repatrier doit avoir quand même une certaine épargne pour se dire, oui, une certaine épargne, ou si tu n'as pas non plus le budget... voilà, on ne demande pas non plus d'être... voilà, ça va vraiment dépendre de ce qu'elle va vouloir faire ici. Mais si, dans son esprit déjà, elle se dit qu'elle veut quelque chose de mieux qu'en France, là, il faut l'argent. Il faut l'argent. D'accord. Ouais. Donc, il faut la préparation
se constituer Le mindset. une bonne épargne, Voilà, avoir un c'est bon ça. mindset Oui. et surtout respecter les locaux. Ah, ça, c'est la base de base. Ah, vraiment. Si, tu vas pas arriver, oui, je viens de Paris. Non, 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 non. Il faut rester humble. Ouais, parce que déjà, ils nous voient un peu comme, tu vois, pas une menace, mais tu vois, moi, j'ai jamais travaillé dans une entreprise ici au Sénégal, mais en discutant avec les gens et tout ça, quand ils voient arriver un repas dans la société, tout de suite, ils sont déjà un peu en mode, voilà. Donc, si toi, en plus, tu arrives et que tu en rajoutes, Tu bombes le torse. voilà. Ah oui, je suis français. Non, voilà, donc venir humblement, voilà. Toi, tu peux leur apporter, mais eux aussi, ils peuvent t'apporter parce que faut pas croire, les études ici au Sénégal, c'est un bon niveau, hein. Ah, très bien. Super Ça, niveau, hein. tout le monde le sait. Donc voilà, donc arrive tranquille, humble, et comment dire, tu te fonds dans la masse et voilà, comme ça au moins, il y aura pas de soucis derrière. On arrive à la fin, Maïmouna. Oui, oui, oui. Alors, moi, je vais juste te poser une petite question. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote plus ou moins heureuse, Oui. avec une fin plus ou moins négative? Quelque chose qui Alors, t'est arrivé, qui t'a marqué par rapport à l'administration sénégalaise? Je ne sais pas, moi, être confrontée à un contrôle de police sur la route. Non, pour ça va. Plutôt, c'est récent. J'ai pris un clando là récemment. J'étais partie dans une fête et on a pris un clando à Kermassar. Donc on va aller avec lui et tout ça. Donc il y avait 2 courses à faire. Donc la première course, c'était ma belle-sœur qui était censée descendre à Fadia, c'est vers Casby. Et nous, c'était Cité d'Amel avec ma sœur et moi. Donc on négocie le prix. Le gars il nous dit 6 000. Ok, c'est bon, on monte dans la voiture, il roule comme un fou déjà. Voilà, on arrive aux alentours de Cambérène, donc là où il doit tourner pour aller vers Fadia. Il dit oui, mais comment ça, vous m'avez dit Cité d'Amel, vous m'avez pas dit Fadia. Genre, on lui a pas parlé de 2 courses, on lui a parlé que d'une seule course. Ouais, il commence à faire des problèmes, oui, machin. Je lui dis non mais on t'a bien dit, oui mais est-ce que moi je suis fou, vous pensez vraiment que je vous aurais pris pour ce prix-là? Pour 2 courses. Même 10 000, je ne vous aurais pas pris pour cette course. Et du coup, ma soeur, elle me regarde, et moi, je commence à m'énerver. Ma soeur, elle me dit, non, vas-y, calme-toi. Il fait nuit, on ne sait pas, ça se trouve, il va nous agresser ou un truc comme ça. Donc, je lui dis, c'est pas grave, amène-nous à Fadia, et on va descendre là-bas, on va te payer tes 6 000, et on va se débrouiller après pour continuer notre deuxième course. Donc, arrivé à Fadia, on a payé ces 6 000, on est descendu, on a repris notre taxi, on est parti. Donc, ça, c'est, on va dire, qui commence un peu, qui finit mal. Oui. Sinon, après, les anecdotes qui finissent bien, j'en ai plein. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Ça se passe bien. En général, ça se passe bien. ça se passe bien. Oui. Tu ne regrettes pas d'être là? Ah, pas du tout. Du tout. Pas du tout, du tout. Tu te vois où dans un an, Maïmouna? Alors, dans un an, je me vois toujours ici. J'espère avec Citoé, les locaux de Citoé établis. Leurs propres locaux. Voilà. Voilà. Dans un an, je me vois là. Tu seras disponible pour nous pour faire le bilan dans un an? Ah, bien sûr, ouais. Ok, super. Avec plaisir. Super. En tout cas, je te remercie pour notre échange et merci d'avoir. Merci à toi. De t'être dévoilé à nous, en tout cas, cette partie. Si ça peut aider. Je pense que ça va aider. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé l'émission Naître ici, vivre ailleurs. Si vous aussi vous avez tenté l'aventure et vous souhaitez la partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Pour tous les autres, on se retrouve en commentaire. On se dit à très vite pour un prochain épisode au cœur de la vie d'un nouveau repat. À bientôt!